Bonjour à tous, bonjour Josiane Jouette. Bonjour. Vous êtes professeure à l'Institut français de presse et vous êtes également directrice responsable du Master 2 Communication et Multimédia. Aujourd'hui, grâce à vous, au sein de l'opération Paris MC Kiosque, nous recevons Jean-Marie Charon. Oui, effectivement, j'ai invité Jean-Marie Charon parce qu'il est une figure incontournable du paysage de la presse en France. C'est un chercheur à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, et depuis de nombreuses années, il a fait des travaux sur l'état de la presse et beaucoup publié dans ce domaine. Et en particulier, il a publié cette année avec Roland Quérol un livre La presse quotidienne. Il en a fait un autre sur la presse magazine. Il a beaucoup travaillé également sur la relation entre les journalistes et leurs lecteurs. Et Jean-Marie Charon est très très impliqué dans la défense non seulement de la liberté de la presse, mais également, disons, dans la déontologie des médias, et il connaît très très bien les pratiques professionnelles. Donc en fait, c'est une personne qui est vraiment un très bon connaisseur de ce milieu. D'accord. Donc maintenant, Gwendoline va aller le rencontrer. Bonjour Monsieur Jean-Marie Charon. Je voulais vous poser une question. Dans une société où la vitesse d'information prime, quel est l'avenir de la presse écrite? Précisément, le recul, la mise en perspective, le décryptage. Là où les médias numériques, les médias audiovisuels sont voués à traiter surtout du chaud, du flux, on peut imaginer que la presse écrite soit davantage l'occasion, l'opportunité, ce qui est recherché souvent d'ailleurs par le public, de trouver un moment pour revenir sur l'actualité. De ce point de vue-là, la fonction du quotidien change complètement, puisque pendant très longtemps, le quotidien, c'était le média du show, celui qui annonçait les nouvelles le matin très tôt et il avait souvent bouclé son édition très tard le soir. Eh bien, cette fonction-là est en train de disparaître. Le quotidien va être le premier média de remise en perspective de l'actualité. D'accord, très bien. Et du coup, que pensez-vous des actuelles conditions de travail des journalistes, notamment avec les contraintes budgétaires, économiques, voire même temporelles? Est-ce que vous pensez qu'ils puissent encore bien faire leur travail et que du coup leur information soit toujours fiable? Le risque, c'est que finalement, on ait tendance à abandonner, par exemple, certains secteurs de traitement de l'information, par exemple international, parce qu'il est très coûteux d'envoyer des gens, des grands reporters, ou parce qu'il est très coûteux d'entretenir des correspondants à l'étranger. L'autre danger, c'est probablement aussi d'avoir peut-être moins de journalistes très spécialisés, hein, ceux qu'on appelait les rubricards. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir obligatoirement une vision catastrophiste. C'est un défi qui est posé aux rédactions, c'est une obligation pour elles de repenser leur manière de travailler, peut-être davantage en s'appuyant ou en sachant travailler de manière plus systématique avec ceux qui sont les experts et qui peuvent être des chercheurs, des universitaires, des spécialistes de différents domaines. Ça va probablement devenir incontournable. On le voit bien d'ailleurs sur l'Internet, où on a toute une série de petites structures éditoriales qui se sont créées et qui ont été obligées d'emblée davantage d'imaginer leur manière de travailler avec des spécialistes. Je pense par exemple à Rue 89 qui d'emblée, lorsqu'ils ont été créés, ont créé ce qu'ils appelaient une structure à trois cercles, hein, ou trois voix, la voix des journalistes, la voix des experts et la voix des internautes. Mais du coup, est-ce que la montée en puissance du journalisme assis ne décrédibilise pas un peu l'information? Alors oui, c'est vrai il y a beaucoup de journalistes assis, il y a des journalistes qui sortent moins, mais en même temps, il faut aussi bien avoir à l'esprit que les conditions dans lesquelles on accède à ce qui se passe dans le monde ne sont pas les mêmes. On a des outils, notamment via l'Internet, qui permettent d'accéder à beaucoup d'éléments, à des données. On le voit bien d'ailleurs dans l'actualité récente, hein, avec toute une série de données très, très, très cruciales en matière bancaire, ou on l'a vu aussi en matière diplomatique, hein, avec Wikileaks par exemple. Je pense qu'il y aura toujours des journalistes de terrain, parce qu'il faudra toujours aller voir
ce qui se passe en Syrie, parce qu'il faudra toujours être capable de rendre compte de ce qui se passe à Boston ou ce qui s'est passé à Boston ces derniers temps, et on ne pourra pas le faire sur sa chaise, quoi. On sait bien que le nombre de lecteurs de la presse écrite est en train de diminuer et c'est notamment le cas chez les jeunes. Du coup, comment pensez-vous que l'on puisse faire pour les intéresser? Je pense que le grand défi pour la presse écrite, c'est qu'elle est obligée, en tout cas jusqu'à présent, elle est obligée d'être toute génération confondue, hein. Moi, il me semble que le meilleur moyen de ramener un public jeune vers de la presse écrite, c'est de s'adresser à lui spécifiquement. Et on le voit bien d'ailleurs en presse magazine, hein. Quand on regarde les analyses sur la presse magazine, les analyses de lectorat, on voit bien que les magazines que fréquentent les jeunes sont les magazines qui ont été créés récemment, parce que adressés à eux, parce que utilisant les grilles de lecture qui leur correspondent, travaillant sur les thématiques qui sont les leurs. En matière de presse quotidienne, on a eu un peu le même phénomène avec les gratuits. On a beaucoup insisté sur le fait que ce qui faisait que les gratuits étaient lus plutôt par les jeunes, c'était parce qu'ils étaient gratuits. Non, pas seulement. C'était surtout parce que comme les gratuits, ceux qui ont conçu les gratuits, je pense par exemple à 20 minutes en France, ils ont immédiatement considéré que leurs lecteurs étaient les jeunes. Et donc ont conçu le contenu éditorial en fonction de cela. La grande difficulté pour le quotidien, c'est d'arriver à trouver des thèmes qui soient, je dirais, qui concernent toutes les générations. Et là, le problème des quotidiens, pas des magazines, mais des quotidiens, c'est que la majorité de leur lectorat est très âgé. Et que si on modifie de manière très substantielle le contenu d'un quotidien pour le centrer sur le public jeune, eh bien, ça va complètement déstabiliser et faire perdre les lecteurs les plus âgés. Alors je pense qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, la stratégie qui va être suivie par les éditeurs, c'est de considérer que le média numérique, qui est déjà celui sur lequel les jeunes sont les plus familiarisés, va être le support vis-à-vis desquels ils vont d'abord s'adresser. Donc les quotidiens, le monde.fr, libération.fr, etc., ou la presse régionale, vont d'abord s'adresser aux jeunes via le numérique. Et probablement que s'ils veulent les ramener vers de l'imprimé, il faudra qu'ils le fassent certainement avec une périodicité différente, peut-être avec des numéros spéciaux, des hebdomadaires, des choses comme ça. Mais je ne crois pas beaucoup à des stratégies qui consisteraient à dire bon, on va rajeunir le quotidien tel qu'il était conçu. Nous sommes désormais devant le kiosque à journaux. L'occasion pour moi de vous poser 3 petites questions que nous posons à chacun de nos invités. Donc tout d'abord, quelle une ou quel événement vous a marqué dans la presse écrite? Écoutez, je ne sais pas s'il y a un événement ou une une. Moi, il y a une période qui a été très forte pour moi, mais ça correspond à mon histoire personnelle, à mon âge. J'ai suivi, et j'étais à Paris étudiant en 1968, et j'ai suivi toute la presse, enfin tous ces événements à travers la presse. Pour moi, ça a été quelque chose de très important, parce que ça a été l'occasion, pour la première fois de mon existence, d'évaluer la distance entre le traitement de l'information tel qu'il était proposé dans les journaux et ce que l'on vivait lorsqu'on était dans les amphithéâtres, lorsque l'on participait aux assemblées générales, lorsqu'on était dans les manifestations. Donc c'était peut-être un des premiers moments où j'ai pu juger à la fois de la manière dont travaillaient les journalistes et de la mise en de ce qu'apportait ou en même temps parfois ce qui manquait dans la mise en perspective que proposait la presse. Selon vous, quelle est la bonne recette pour créer un quotidien de bonne qualité? Alors, qu'est-ce qu'un quotidien de bonne qualité? Moi, vous savez, je suis sociologue, donc j'aurais tendance à dire que ça va dépendre des publics. Je pense que si on est en région, les choses vont beaucoup se jouer dans la capacité à faire un travail extrêmement fin de restitution de ce qui se passe en matière de proximité, de ce qui se passe en matière de services publics, en matière de vie, par exemple les petits faits divers, des choses comme ça. Si je m'adresse à un public très éduqué, un public qui a besoin de beaucoup d'informations dans son activité professionnelle, je suis obligé effectivement d'avoir une très bonne couverture internationale, d'avoir une très bonne couverture de politique, mais aussi d'économie, mais aussi sur les questions d'éducation. Je vais avoir besoin, disons, de beaucoup de spécialistes, ne serait-ce que pour que ce public-là ne soit pas déçu
par, je dirais, la fiabilité, la compétence, l'expertise qui est proposée dans les articles. Et lorsque vous regardez ce kiosque, qu'est-ce que cela vous inspire? Bah, pour moi, la grande vertu du kiosque et ce que ça m'inspire, c'est la notion de pluralisme de la presse et de diversité de la presse. Dans mon existence, il m'est arrivé d'aller dans des pays qui vivaient des situations de dictature ou des pays qui vivent dans des situations de précarité économique extrêmement forte. Eh bien, on est tout de suite frappé de voir qu'il y a très peu de journaux, que les journaux sont souvent d'ailleurs extrêmement, même matériellement fragiles, hein, parfois dans certains pays. Eh bien là, on a à la fois l'abondance, la diversité et en même temps une très belle qualité. On a des couvertures et des unes superbes. Voilà, moi je trouve que c'est... Et ça me rassure et en même temps, comment dire, ça m'incite à penser que c'est vraiment comment dire, une des questions tout à fait cruciales de l'avenir de la presse. Bon, en faisant des études dans le passé sur ces questions d'utilisation de la presse, moi j'avais toujours été frappé de voir que ce que le public voulait, c'était accéder à cette diversité, c'était pouvoir toucher les journaux, et puis c'était pouvoir demander à ce monsieur qui est derrière moi un certain nombre de conseils lorsque j'hésite entre plusieurs magazines ou entre plusieurs quotidiens. Merci à Jean-Marie Charon d'avoir répondu à nos questions et à vous tous pour nous avoir suivis. Donc je vous donne rendez-vous bientôt sur le site de l'IFP.